This episode is brought to you by Netflix. From the co-director of Shrek and the visionary behind Toy Story comes Spellbound, a magical new animated adventure starring Rachel Zegler, John Lithgow, Jennifer Lewis, Nathan Lane, and Titus Burgess with Javier Bardem and Nicole Kidman. When a powerful spell turns her parents into monsters, Princess Elian must journey into the wild to reverse the curse before it's too late. Watch Spellbound, only on Netflix November 22nd. Le programme que vous allez écouter est un récit qui admet la culpabilité d'O.J. Simpson dans le meurtre de Nicole Brown et Ron Goldman. Bien que de nombreuses preuves et témoignages aillent dans ce sens, il convient de rappeler qu'O.J. Simpson a été acquitté par la justice en 1995. Le 13 juin 1994, une voiture de police s'arrête devant la résidence d'O.J. Simpson. La grille du portail s'ouvre automatiquement. O.J. fait son apparition. Mais cette fois, la police ne vient pas pour un barbecue. On l'emmène pour son interrogatoire. O.J. semble calme et monte sans discuter dans le véhicule. Direction le Parker Center, le quartier général de la police de LA. Une fois sur place, O.J. et les flics traversent des couloirs froids et interminables, jusqu'à la salle d'interrogatoire. O.J. s'assoit, entouré de murs gris et de miroirs sans teint. L'inspecteur Lange entre dans la salle, un dossier sous le bras. Il s'assoit en face d'O.J. et commence. Bien, parlons de la nuit du 12 juin. Mais avant de poursuivre, il remarque une coupure sur son doigt gauche. Comment vous êtes-vous fait cette coupure ? O.J. prétend s'être coupé à Chicago après avoir appris la mort de Nicole. Lange ajoute « Il y avait du sang dans votre voiture. » Dans la tête d'O.J., tout se complique. Il voit bien qu'il est pris au piège. Il ne sait pas du tout ce que la police a découvert. Il va devoir improviser. Il déteste improviser. Alors il décide de... changer de version. O.J. admet s'être coupé le 12 juin, mais dit ne pas se souvenir comment. Aucune justification ne lui vient. Pour Lange, O.J. a tout du coupable. Étonnamment, il accepte de fournir un échantillon de son sang pour la comparaison. Bien, nous allons vérifier cela, dit Lange, tandis qu'un assistant vient prélever le sang. Une fois libéré de son interrogatoire catastrophique, O.J. Simpson se précipite chez son avocat, le célèbre Robert Shapiro. Les murs sont ornés de bois sombre, les étagères remplies de livres de droit. Shapiro lève les yeux vers O.J. Les deux hommes se saluent brièvement. O.J., vous allez avoir besoin des meilleurs pour votre défense. Ça risque d'être un long procès, commence Shapiro. O.J. acquiesce. Je veux former une équipe d'avocats. Nous l'appellerons la Dream Team, comme les basketteurs au JO de Barcelone. D'accord, O.J.? O.J. donne son accord. Je pense déjà à quelques noms, dit Shapiro. Je ferai appel à Johnny Cochran. Il a de l'expérience dans les affaires raciales. O.J. est surpris. Ça n'a rien d'une affaire raciale. Pour le moment, rétorque Shapiro. Puis l'avocat ajoute « Je vais aussi contacter Bailey pour son expertise en matière de preuves. Et bien sûr, votre ami Kardashian. » « Parfait, » ajoute O.J. « D'ailleurs, Kardashian est d'accord pour m'héberger. Vaut mieux que je reste caché. » « 17 juin 1994, siège du LAPD. Un fax arrive, délivrant des résultats très attendus. L'analyse ADN d'O.J. Simpson. Le détective en chef arrache le rapport de la machine. Les résultats sont positifs. Un match complet avec l'ADN de Simpson. Le détective annonce « Il faut l'inculper pour meurtre au premier degré ». Il compose le numéro du bureau du procureur et explique brièvement la situation. Le mandat d'arrêt est approuvé. Le détective regarde l'horloge, il est presque 8h30. Il compose le numéro de Robert Shapiro, l'avocat de Simpson,
Votre client doit se rendre à 11h, sans faute. Les préparatifs pour l'arrestation sont mis en place. Des voitures de police sont déployées autour de la résidence de Simpson. Les officiers vérifient leurs équipements. Le détective surveille l'horloge. 11h approche. Le 17 juin, quartier Encino, à Los Angeles. O.J. Simpson est assis seul dans le salon faiblement éclairé de la maison de son ami et avocat Robert Kardashian. Il jette un coup d'œil à l'horloge. Presque 11h du matin. Il a beau tourner le problème dans tous les sens, cette fois, il ne voit pas comment il va pouvoir s'en sortir, même en se payant les meilleurs avocats. Qu'adviendra-t-il de ses contrats publicitaires ? Et si il redevenait pauvre ? Il en est hors de question. Il prend le téléphone et compose un numéro. La voix chaleureuse de sa mère emplit la pièce. Il la rassure comme il peut, sans conviction. Puis, il met fin à l'appel et saisit un stylo. Il écrit 3 lettres. Une pour ses enfants, une pour sa mère et une pour le public. Chaque lettre est remplie de mots d'amour, de regrets et de tentatives d'explication. Il les prépare à l'avance, tandis qu'il imagine un nouveau plan. Plus de 1000 journalistes se pressent autour du quartier général du LAPD. Les officiers se préparent toujours. Il est 11h passées et toujours personne. Un agent intervient. On vient de parler à Shapiro. O.J. demande 1 heure de plus. Apparemment, il déprime. Il a dû aller chez son psy en urgence. Le commandant répond. Alors on l'attend pour midi. Maximum. Toujours caché chez son avocat Robert Kardashian, O.J. Simpson se tient debout, téléphone en main. Il compose le numéro d'Al Collins, son ami d'enfance et ancien coéquipier. « Salut Al, c'est O.J. J'ai besoin de toi. Ma Bronco a été saisie par les flics. Je suis coincé chez les Kardashian. » Il y a une pause. Elle hésite. « Ok O.J., je vais passer dans l'après-midi. » O.J. insiste. « Non, j'ai besoin que tu viennes maintenant, Al. » Vers midi, l'avocat Robert Shapiro appelle le commandant du LAPD. Il sait que Simpson ne s'est toujours pas rendu à la police. Le commandant Gascon lui répond « Je dois donc déclarer Simpson fugitif. » Shapiro fournit les instructions pour accéder à la résidence Kardashian, où Simpson est censé être. Mais une fois sur place, la police découvre qu'il a disparu. « Il est parti », annonce Kardashian. « Je n'ai aucune idée d'où il peut être. » À 13h50, Gascon transmet le message à toutes les unités. Simpson est un fugitif. Il annonce publiquement la nouvelle. Pour les médias, c'est une onde de choc. Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Dans l'après-midi, une Ford Bronco blanche fend l'autoroute du sud de la Californie. À l'arrière, O.J. Simpson est silencieux. Al Collins, son ami, tient fermement le volant. Leurs regards se croisent brièvement dans le rétroviseur. Collins ne sait pas vraiment où aller, ni comment cela va se finir. Mais il a peur d'énerver son ami. Vers 18h, le shérif adjoint Larry Poole de l'Orange County termine son service à Laguna Niguel. C'est un coin où il travaille rarement. Sur la radio, un collègue lui annonce qu'O.J. Simpson est en fuite. Poole lance en plaisantant « Ok, je vais attraper O.J. avant de rentrer. » Il s'engage sur l'I5, direction nord. Un quart de miles plus loin, il repère un Ford Bronco blanc. Sans penser que cela puisse être le véhicule recherché, il contacte le dispatch pour confirmer la plaque d'immatriculation. Coup de bol, c'est bien la voiture, lui dit-on. Poole regarde le conducteur, un homme noir. Dans la Ford Bronco, O.J. aperçoit les lumières bleues et rouges d'un véhicule de police. La sirène de police retentit. Collins jette un coup d'œil nerveux à l'arrière. O.J. est assis, un pistolet pointé contre sa propre tempe. « Si tu t'arrêtes, je me flingue. »
Collins saisit son téléphone portable, compose le numéro des autorités. « Vous devez dire à la police de reculer. O.J. est encore en vie, mais il a une arme sur la tête. » Plaide Collins. La Bronco continue sa route, maintenant suivie par plusieurs voitures de police. Les hélicoptères commencent à bourdonner dans le ciel. O.J. regarde par la fenêtre, croisant le regard ahuri d'autres automobilistes. Il imagine que cette course-poursuite doit être un véritable spectacle médiatique diffusé en live sur toutes les chaînes de télé. À l'avant, Collins tente de négocier avec la police. Il est 20h et les rues du quartier de Brentwood sont anormalement animées. Comme si un concert venait de se terminer. Le commandant du LAPD parle à ses unités. « Restez vigilants, la foule pourrait compliquer l'arrestation. » Le Ford Bronco avance doucement, en direction de la résidence de Simpson. Les gens se massent le long de la route, acclamant O.J. comme un héros. Des voitures klaxonnent, des camions de télévision se bousculent pour avoir la meilleure vue possible. Les unités de police se positionnent stratégiquement, des tireurs d'élite prennent place. Le Bronco arrive finalement à destination. Simpson ouvre la porte et sort lentement. Il a les mains levées en signe de reddition. La police s'approche prudemment, les armes prêtes mais baissées. Les officiers escortent Simpson à l'intérieur. Dans le Bronco, la police découvre des adhésifs pour maquillage, une fausse moustache, le passeport de Simpson et une arme à feu. O.J. est arrêté. Désormais, son sort sera entre les mains de la justice américaine. « 16 mois plus tard, le 3 octobre 1995. Après 37 semaines du procès du siècle, O.J. Simpson est assis dans la salle d'audience de la Cour de justice de Los Angeles. Il fixe le juge, attendant le verdict. À côté de lui, ses avocats retiennent leur souffle. La porte du jury s'ouvre. Un silence tombe dans la salle. Les jurés entrent. O.J. respire profondément, ses mains légèrement serrées sur ses genoux. Le chef du jury s'avance, un papier à la main. Une voix résonne finalement dans le tribunal. « Non coupable !» Un murmure de choc parcourt l'assistance. Certains expriment leur soulagement, d'autres leur indignation. Eddie Cochran se tourne vers O.J., un sourire triomphant aux lèvres. Il le prend dans ses bras. O.J. voudrait embrasser Cochran et tous les autres avocats qui ont réussi à semer le doute malgré les preuves accablantes qui ont joué magistralement la carte du racisme au sein de la police de LA. Au fond de la salle, O.J. entend les sanglots de la famille de Nicole et de Ron Goldman. Mais peu importe, aujourd'hui c'est lui le vrai héros. Il a été acquitté. « 13 ans plus tard, décembre 2008. Le soleil se couche sur le désert du Nevada. Une route s'étend à l'infini. Elle porte un nom qui en dit long. Prison Road. Une voiture des services pénitentiaires avance lentement sur l'asphalte usé. Aujourd'hui, on transfère un prisonnier bien particulier. À l'intérieur de la camionnette, O.J. Simpson est assis, les mains menottées. Il regarde par la fenêtre, les yeux fixés sur le paysage désolé. Mais il ne voit pas grand-chose. Les roues de la voiture soulèvent un épais nuage de poussière. O.J. repense à son dernier procès pour cambriolage armé dans un hôtel de Las Vegas. Il y a quelques jours, il a été condamné à une peine de 9 à 33 ans de prison. Cette fois, il n'a pas eu l'argent pour s'offrir une dream team d'avocats. La justice veut le faire payer, se dit-il. Franchement, la peine lui paraît démesurée. Des années en tôle pour une affaire de cambriolage. Il a juste voulu récupérer ce qui lui appartenait. C'est ce qu'il a dit au juge. Mais l'usage d'armes a clairement joué en sa défaveur. Et puis, il a 61 ans. Les stratagèmes, les sourires charmeurs, l'aura qui l'entourait autrefois, tout cela ne marche plus. La voiture s'arrête devant la prison de Lovelock. O.J. ne sera pas transféré à Eli, l'établissement de haute sécurité où les condamnés à mort sont détenus. C'est une maigre consolation. O.J. se dit que ça aurait pu être pire. La voiture s'arrête à l'entrée de la prison.
Les gardes ouvrent la porte et l'escortent à l'intérieur. O.J. jette un dernier regard à l'extérieur, face au désert qui s'étend derrière lui. Bientôt la grille se refermera. Et même si l'histoire se finit mal, O.J. se répète « Ne pleure pas, Orenthal. T'as peut-être tué ta femme, perdu tout ton fric, mais t'as quand même eu une sacrée belle vie. »